Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, je reprends un petit peu les vidéos, là j'ai deux vidéos de retard, donc je vais commencer à essayer de rattraper un petit peu mon retard. Alors, cette vidéo, je ne devais absolument pas la faire, mais en ce moment, avec toutes les... j'ai une série de bonnes nouvelles, mais j'ai une série aussi de challenges à affronter sur le côté humain. Je comptais faire une vidéo un peu plus énervée, une vidéo à charge. Et en fait, c'est là où je sens que les Sales Coaching m'ont bien aidé. Donc un petit merci à David. Et au final, je vais essayer de partager avec toi, essayer de convertir justement l'énergie que j'ai là pour essayer de la transférer sur quelque chose de positif et qui va être sur 5 apprentissages que j'ai eus sur ces 7 dernières années d'entrepreneuriat. Voilà, je pense que c'est quelque chose, ouais, un point qui est quand même un petit peu important, on est un peu dans la sphère médiatique, c'est un peu l'utopie des startups, où comme quoi les startups, c'est un environnement cool, l'entrepreneuriat, c'est devenu le truc un petit peu de tendance. C'est un petit peu aussi la vache à lait des écoles de commerce qui maintenant promettent à leurs étudiants qui vont pouvoir entreprendre, sauf que sur les 1000 entreprises qui se lancent, il y en a combien? Peut-être une qui va arriver à survivre et combien il y en a après qui vont rester pérennes. Donc c'est un petit peu la fabrique des utopies et qu'au final la réalité des choses est un peu plus complexe que ça et un peu plus dense que ça. Après ça reste quand même pour rien au monde je changerais enfin bref mon boulot quoi. Parce que ça a ses avantages mais c'est aussi ses inconvénients. Je pense que du coup, alors le premier apprentissage que j'ai, alors ça va faire un petit peu bidon, mais au final je pense que si tu te l'ancres comme étant une croyance, le boulot sera beaucoup plus simple. C'est quand on veut, on peut. C'est vraiment ça. Alors je dis pas que c'est simple. Il n'y a rien qui est impossible. Quand on regarde les profils des gens qui entreprennent et qui réussissent, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est pas parce qu'ils ont plus d'argent dessus. On a des profils qui sont radicalement différents. Donc ça montre qu'il n'y a pas de gêne de la réussite, il y a peut-être des prédispositions, mais après, encore une fois, notre cerveau, bref, la plasticité cérébrale montre que du coup on peut apprendre à n'importe quel âge. Donc aujourd'hui dans un monde justement où la connaissance elle est à portée à un clic, on peut avoir l'avis de n'importe quel expert, qu'on peut travailler à plusieurs. Rien n'est vraiment compliqué et on peut vraiment acquérir en compétences super rapidement. Après, oui, ça sous-tend différentes réflexions. Ça veut dire, oui, c'est une prioritisation des projets, mais quand je parle de projet, c'est projet de vie et projet perso. C'est aussi, enfin, on pourrait parler de priorisation des projets, mais aussi priorisation des sacrifices. Parce que l'un dans l'autre, je pense que l'aventure entrepreneuriale demande énormément de sacrifices, parce que, encore une fois, on a une masse d'énergie, on pourrait de manière plus concrète du temps, et du temps qu'il faut essayer de répartir sur différentes actions pour atteindre différents projets. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas gérer plein de projets, donc ça veut dire qu'il faut essayer faut faire des choix, il faut choisir ses combats. C'est vraiment, je pense, ça qui est le plus compliqué, et que pour choisir ses combats, il va y avoir on va avoir des choix qui vont être des choix stratégiques, donc quelle est la meilleure chose à faire pour atteindre cet objectif-là, par exemple business, mais il y a des choix qui sont beaucoup plus profonds, qui sont des choix de vie. Et pour choisir ses combats et penser qu'on a la bonne solution, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que plein de possibles et une solution qui correspond le mieux ou pas sur ce moment, enfin dans un contexte donné. Donc par contre, il faut savoir, moi je pense que justement la plupart des choix doivent être faits, pas forcément de manière stratégique, mais de manière plutôt personnelle, de savoir si on est aligné ou pas avec ses choix. Moi je me fais un truc hyper simple, c'est que est-ce que je peux me regarder dans la glace déjà sur des choix perso, sur le style de vie que j'ai, sur la relation que j'ai par rapport aux autres, et surtout est-ce que ça continue de me faire rêver, est-ce que ça a un objectif perso. Et là même quand je prends des décisions stratégiques dans le boulot, parce que mine de rien je me suis rendu compte, et ça je me rends compte de ça que depuis un an, que ça conditionne vachement les choses, qu'avant j'étais dans une approche beaucoup plus stratégique et alors certes peut-être que les choses réussissaient mieux, mais j'étais pas forcément plus heureux. En tout cas, ça me réussissait mieux dans le boulot, mais au dépend de ma vie perso. Et au final, quand on regarde la vie d'un entrepreneur, c'est combien? C'est 90% du temps de boulot. Et allez, 10% du temps, c'est quand on est avec les autres ou quand on dort, mais forcément, on pense encore au boulot. Après, ce qui est génial aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et à l'économie numérique, c'est qu'on peut créer son cadre de travail. C'est pour ça que là j'ai décidé, je suis en train d'avoir une réflexion pour essayer de partir un petit peu à l'étranger, mais c'est ça qui est génial. Là je travaille près de la piscine, bon c'est top, bien évidemment je suis chez ma mère donc c'est cool,
Mais bref, pour le loyer de l'agence et de mon appartement, je pourrais me perdre dans un petit endroit en plein centre dans la France, dans une cabane, ou aller bosser à l'étranger, parce qu'au final l'argent que j'économiserai en coût de structure me permettrait du coup de vivre, et si je continue à dealer avec mes clients français, ça pourrait s'équilibrer. Donc encore une fois, tout est possible. Après il faut savoir quels sont nos rêves, il faut après savoir comment les atteindre et faire les bons choix et se fixer les bonnes priorités. Mais ça ouvre du coup l'univers des possibles, parce que tout est possible. Tout est possible, et il faut arrêter de parler. Justement, j'en parlais avec une personne qui m'appelait pour la formation il y a 2 jours, qui voulait faire son site internet, qui voulait faire apparemment un concept basé sur l'économie collaborative, notamment le tourisme, et qui pensait que pour faire la plateforme, ça allait lui coûter 20 000 ou 30 000 euros. Mais bon, un modèle comme Airbnb ou comme une plateforme de tourisme, ou de mise en relation, une plateforme collaborative avec les systèmes de paiement, le dashboard administrateur, l'espace pour les clients, le système de facturation intégré, allez, pour 80 $, ça se trouve sur internet. Donc encore une fois, c'est ce que je vais expliquer, c'est pas forcément la technologie qui va être le plus compliqué, mais c'est comment on va penser le concept, comment on va attirer les personnes sur cet espace-là. Encore une fois, c'est de la stratégie, on pense trop outils, on pense que tout vaut cher et que tout est hyper compliqué. La personne pensait que pour pouvoir faire son site, il fallait qu'elle code. Et au final, aujourd'hui, faire un site ou monter une plateforme communautaire comme Airbnb ou Uber, ça demande les mêmes compétences que d'utiliser un Word, plus ou moins. Les outils deviennent de plus en plus pédagogiques sur la partie back-office, que tout est hyper simple. Donc si on prend en considération tout ça, rien n'est vraiment compliqué et du coup on peut tout faire. Ça, c'était le premier point. Sur le deuxième point, cette fois-ci, j'ai pris un petit peu des notes. Sur le deuxième point, ça relève du coup un petit peu la baseline qu'on avait avant, c'était le Innovate or Die. En clair, aujourd'hui, il faut que tu innoves ou sinon tu vas mourir. Et ça, je pense que encore une fois, c'est une posture à avoir, mais une posture aussi dans la vie de tous les jours. Après, il y a des chiffres qui viennent le confirmer. Il y a 9 chefs d'entreprise, 9 chefs d'entreprise français sur 10 de TPE, PME, dont la principale crainte est de voir leur modèle économique perturbé par l'arrivée de nouveaux concurrents. Typiquement, par exemple, tous mes opticiens avec lesquels que j'accompagne, l'arrivée de modèles comme les lunettes pour tous, Jimmy Fairley, Warby Parker, Sensi, tous disruptent du coup tout le marché, et ils sont complètement obligés de s'adapter, sinon ils vont vraiment mourir. Mais ça, c'est sûr. Après, encore une fois, il faut partir du constat, il faut arrêter de se poser la question, est-ce que le monde a vraiment changé ou pas, est-ce que je dois innover? Oui, le monde a radicalement changé ces 20 dernières années, il y a le monde avant Google et le monde après Google. Oui, il faut dans tous les cas que tu changes ta manière de faire ton métier, ou en tout cas tu la remettes en question. Tu sois dans un processus justement de remise en question, d'analyse, d'essayer de comprendre comment les besoins de tes clients ont évolué, d'essayer de comprendre comment tu pourras améliorer la qualité de tes services. Ça, c'est sûr. Après, de savoir comment tu les fais évoluer, quelle nouvelle stratégie tu vas mettre en place, ça, il n'y a pas forcément, encore une fois, de bonnes solutions. Ce qu'il faut faire, c'est essayer le plus rapidement des stratégies, en mesurant vraiment de manière tangible, côté ingénieur qui ressort, les résultats, et voir du coup ce qui fonctionne le mieux. Mais oui, dans tous les cas, il faut bouger, il faut essayer d'innover, sinon c'est la mort. C'est la mort. Et pour encore en chiffre, ça veut dire que si tu es entrepreneur, commerçant, gérant de TPE, PME, ça veut dire que c'est à la fois une opportunité et à la fois un challenge que tu vas devoir affronter. C'est que la moitié de tes concurrents, alors, ont déjà ou pas encore, ça dépend comment on se place, mis en place ces 2 dernières années des processus d'innovation. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre en place des projets pour essayer de faire les choses de manière différente. Donc si toi tu es là à essayer de te dire, bon, est-ce que je dois changer, pas changer, qu'est-ce que je dois faire ou pas, ça va être compliqué ou pas, tout ce temps-là que tu passes à cogiter, c'est du temps que tu perds et sur lesquels tes concurrents sont eux en train d'avancer. Je lisais justement des polémiques sur LinkedIn, sur la partie opticien, où tu avais maintenant une pétition pour les opticiens contre justement la nouvelle législation. Et alors oui, on peut se dire qu'en effet, il faudrait que c'est pas forcément, bref, ça peut s'argumenter. Après, non, c'est pas aucun argument qu'il y a des gens qui sont déjà en train de mettre en place des dispositifs, en tout cas en prenant en fait la législation comme étant une contrainte, en se disant oui, certes, je suis pas d'accord, je vais essayer de militer derrière, mais en parallèle de ça, je prévois le plan B parce que si jamais ça passe, c'est mort. Après, on a une culture française où dès qu'on essaie d'innover, enfin on n'essaie pas d'innover, dès qu'on innove, on essaie de légiférer derrière, quoi. Donc forcément, on est laissé légiférer avec un système, en plus de ça, qui est complètement obsolète, qui n'a plus aucun sens. Donc voilà, mais donc au final, ça veut dire que quels que soient les aspects, c'est clair qu'il faut innover, en tout cas pour se développer. Mais c'est même pas pour se développer, c'est une question de survie. Quand le monde change, il faut juste essayer de changer aussi. Alors encore une fois, c'est pas de changer de la bonne manière, c'est d'essayer, parce qu'il y a une solution. Les bonnes solutions, elles sont vraies à un moment donné, dans un contexte donné, et pour une personne donnée.
Voilà, déjà c'était le deuxième point. Sur le troisième point, ça fait un peu thématique dessus, mais bon, en même temps c'est un peu plus structuré. Sur le troisième point, ça revient un petit peu sur le premier point où tout est possible et grâce à justement l'open source et la démocratisation du savoir, c'est la logique de do it yourself, c'est-à-dire la logique de faire les choses soi-même. Alors ça, ça a des multiples avantages. Un, du côté cognitif, donc c'est-à-dire côté pédagogique, quand tu vas faire les choses, tu vas apprendre en faisant, parce que c'est le gros problème qu'on a à l'école, on t'apprend de la théorie, donc de la connaissance, et le problème c'est qu'il faut que tu puisses le mettre en pratique, et selon les cursus, la mise en pratique elle se fait post-diplôme, donc après 5 ans, où là tu rentres dans le monde de l'entreprise, dans le monde d'une entreprise qui est radicalement différente de ce dont on t'a parlé pendant tes 4 années de cours, sur lesquelles du coup tes compétences elles ne sont pas forcément adaptées. Donc dans tous les cas, moi je reste persuadé, et d'ailleurs dans le type de recrutement, je m'en fous que les gens sortent d'une école de commerce ou aient un master ou pas, à la limite au contraire, parce que je reste convaincu que, alors sauf certaines exceptions, les écoles sont, en tout cas le système éducation français est vraiment à la bourre de ce côté-là qu'il faut. Aujourd'hui on peut apprendre, il y a plein d'autodidactes et c'est génial de voir les autodidactes, parce que les autodidactes c'est des personnes qui vont être agiles, c'est des personnes quand on va avoir une nouvelle technologie ou un nouvel usage, qui vont s'intéresser, qui vont essayer de voir comment elles peuvent l'utiliser. Encore une fois, je dis pas qu'il faut apprendre le code, on s'en fout, c'est pas une question de code ou pas. Prendre du code sur des choses spécifiques, oui, non, mais c'est déjà essayer d'être dans une posture de s'intéresser aux choses, de voir comment on peut les utiliser. Et une fois qu'on sait utiliser les choses une à une, c'est là où on peut essayer de connecter. C'est comme les idées. Le fait d'être créatif, c'est pas forcément d'avoir des idées, mais c'est d'essayer d'avoir des idées différentes et de les connecter entre elles. C'est un peu, moi je le vois comme un peu jouer sur le. Et c'est ça justement, je me dis qu'aujourd'hui, le fait d'avoir fait un cursus en ayant fait des maths et de la socio, des maths et de l'info, de la communication et des petits boulots à la con, au final aujourd'hui ça m'a permis d'avoir une expérience d'apprentissage qui soit hyper diversifiée, qui me permet maintenant de pouvoir justement jongler avec les connaissances. C'est un petit peu ce que moi, ma définition du hacking, c'est de jongler avec mes connaissances d'ingénieur, avec des concepts marketing, de jongler avec mes connaissances de design, avec ce que j'ai appris sur les neurosciences ou la physique quantique, de jongler avec ce que j'ai appris sur le développement personnel et de voir comment on peut l'hybrider justement dans la partie pédagogie, formation, et à la fois dans la partie par exemple management. C'est ça qui est super intéressant, et ça c'est vraiment une drogue d'apprendre les choses, mais en disant que apprendre c'est pas lire des articles, on s'en fout. Quand tu lis des articles, t'intègres. Alors oui, certes, tu vas intégrer les concepts ou les choses comme ça, mais il faut les mettre en pratique. Et c'est pour ça que c'est super bien tout ce qui se passe avec YouTube, avec les MOOC, où justement il y a des gens qui essaient d'apprendre. Par contre, moi je vois la limite, c'est que le nombre de personnes qui prennent de la formation vidéo, qui lisent des tutos, ok, elles en ingurgitent plein, elles sont boulimiques quasiment de ça, mais derrière il y a un problème, parce qu'il y a le passage du dire au faire. Et si on se dit qu'il faut faire pour apprendre, c'est du coup, ils vont bouffer de la connaissance, mais c'est comme une espèce de panier percé, quoi. D'où le fait, voilà, d'essayer moi je vois ce qui est bien sur la des MOOC, c'est d'essayer d'apprendre dans le cadre de son projet. Je lance ma start-up dessus, j'ai besoin de comprendre le business plan. Bon, je vais me faire une formation sur le business plan. Tac, après j'avance dans mon projet comme ça. À la limite, essayer de séquencer le projet et de caler justement les phases d'apprentissage. Donc, soit de la formation, soit soi-même, soit en payant quelqu'un. Après, il y a plein de manières de pouvoir apprendre, mais caler sur les différentes séquences du projet pour que ça ait un sens. Et c'est le gros problème, à mon avis, aussi sur l'éducation des jeunes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sens. À quoi ça sert qu'on t'apprenne de la géo et l'histoire ancienne? À quoi ça va te servir aujourd'hui? Alors certes, oui, ça va te servir aujourd'hui d'apprendre le monde, mais même la géographie, d'apprendre les endroits de la France. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur leur téléphone en plus rapidement que leur parents pour pouvoir savoir où sont n'importe quel pays. Alors certes, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des machines, comme la plupart des disent, oui, qui vont avoir besoin de leur téléphone pour réfléchir. C'est pas ça, ça permet de développer d'autres axes d'autres compétences. Par exemple, la compétence d'essayer de comprendre les choses, d'analyser les choses, d'avoir un sens critique sur les choses, de ne pas forcément apprendre les choses, mais d'aller chercher plusieurs sites, plusieurs sources d'informations, et d'essayer de voir différents prismes d'analyse, et essayer d'en sortir une expertise, en tout cas son apprentissage. Voilà, ça c'est des capacités que la machine elle ne pourra jamais faire. La machine elle va être là pour pouvoir te rappeler des choses, pour pouvoir à la limite essayer je trouve que ce soit intéressant avec ça, c'est que ça te permet de pouvoir faire une espèce d'extension de ton cerveau. Il y a des systèmes d'organisation, notamment la méthode GTD. Typiquement, ça veut dire que là, dans une semaine, quand je dois aller me faire couper les cheveux, quand je vais passer près de mon coiffeur, ça m'envoie envoyer une notification push sur mon gestionnaire de tâches. Alors c'est un truc à la con, j'aurais pu essayer de me rappeler, machin, ceci, cela, mais ça veut dire que vu que j'ai pas ça à me rappeler,
je sais que je peux mon temps de cerveau disponible, je vais pouvoir l'allouer à d'autres choses à plus forte valeur ajoutée. C'est aussi ça, d'arriver à prioriser les choses. Il y a des choses qu'on peut rendre automatiques, il y a des choses dont on peut justement essayer d'être plus performant et plus efficient grâce à la nouvelle technologie, mais il y a des choses on sera toujours obligé de faire soi-même. Mais combien de temps, combien de temps dans ta vie, là, depuis le départ, tu as passé, par exemple, avec un papier et un crayon à poser ce que tu devais faire pour être heureux, ou pour être libre, ou quels étaient tes rêves? Ça non, par contre, tu as dû passer du temps avec un papier et un crayon, écrire ta liste de courses et des choses comme ça. Très bon exemple d'ailleurs de la vidéo de Jean Rivière que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, et les choses les plus importantes à organiser dans la vie, c'est juste ses projets de vie, c'est ses rêves. Après, tout le reste, c'est juste des outils et des sous-étapes pour arriver à les atteindre. Donc ça, le learning by doing, c'était mon apprentissage, cet apprentissage-là. Après, les deux derniers apprentissages, c'est un peu plus commercial, mais je vais vous en parler juste après. On va faire un petit changement de contexte. À tout de suite. Donc voilà, je reprends la vidéo là sur les deux derniers points que je voulais aborder avec toi, justement sur mon retour sur expérience sur ces 7 dernières années. Un des points, je pense, qui est aussi quasiment hyper important, voire même le plus important, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'erreur, mais qu'il y ait que des apprentissages. Ça veut dire qu'au final, les mauvais choix sont pas forcément... C'est bien de faire les mauvais choix, mais il faut arriver à comprendre pourquoi on les a fait, comment justement dans la prochaine situation identique on pourra faire pour obtenir des résultats différents. Et au fur et à mesure, du coup, s'améliorer. Et ça a été très, très vrai, notamment sur ma perception, enfin, ma vision du business. Pour moi, j'avais une vision du business où on était vraiment sur un modèle de relation win-win. Quand je parle d'un modèle de relation, c'est aussi bien la relation avec les clients, la relation en interne avec les collaborateurs. Moi, je partais du principe que du coup, le but sur une collaboration entre deux parties, c'était que les deux parties considèrent que la relation soit équilibrée. Alors aussi bien côté client de manière plus conventionnelle, c'est-à-dire je te vends un service ou je t'offre une prestation en échange d'une rémunération. Mais je sais quand on a commencé SIN en 2011, on avait fait des deals avec des illustrateurs, on avait eu tout notre contenu gratuit. Enfin gratuit, du coup ils avaient travaillé pour nous, on les avait cités sur le site, on a fait après appel à eux quand on a commencé à se lancer, on les a présentés auprès des agences en termes d'illustrateurs, on était vraiment tombé sur un modèle comme ça. Ça on l'avait lancé en se disant bon, personne ne va jamais répondre, personne ne va jamais vouloir faire des illustrations gratuitement dessus, tout ça pour un concept ou quelque chose comme ça, et en fait on s'est rendu compte que dans la manière d'amener les choses, la relation était complètement équitable. Alors on n'a pas trouvé du boulot pour tous les illustrateurs, mais il y a une illustratrice avec laquelle on a essayé on l'a présenté plusieurs fois. Pareil, un illustrateur en Espagne qui avait contribué au départ justement à essayer d'illustrer pour nous nos périmètres d'intervention, qu'on a placé 2 ou 3 fois je crois sur des problématiques de rapport annuel. Donc voilà, cet équilibre-là de la relation, sauf que je me rends compte que dans une autre sphère, ça veut dire peut-être une sphère business d'une génération qui est un peu plus vieille que la mienne, les choses sont un petit peu de manière différente. Peut-être qu'alors c'est l'ancien mode de fonctionnement des business, le truc en clair, ma question, et c'est vraiment une question de fond. C'est savoir si pour réussir, moi je dis réussir, c'est du coup gagner de l'argent, être visible et faire le boulot qu'on veut. Enfin, en clair, gagner de l'argent parce que je parle vraiment du côté société là. Est-ce qu'il faut être un enculé? Est-ce qu'il faut être un enculé? Est-ce qu'il faut compter ses sous? Ouais, essayer de couper de ses sous? Est-ce que moi je reste persuadé qu'on peut trouver un modèle de société, je parle de société d'entreprise, qui puisse permettre de générer un maximum de valeur, de faire du profit et d'avoir un impact social positif. Je pense que c'est complètement faisable. Après, ça demande de savoir comment, d'essayer de redéfinir un petit peu tout le fonctionnement de l'entreprise. Et je sais que c'était une des plus grandes difficultés en tant qu'entrepreneur, c'est d'essayer d'arriver à avoir à la fois la casquette du commercial, à la fois la casquette du RH, à la fois la casquette du psy, à la fois la casquette de l'ingénieur, et d'essayer de jongler sur tout ça, surtout que c'est beaucoup de compétences qu'on apprend directement sur le tas. Donc c'est difficile de faire de prendre les bonnes décisions, et que malgré tout, quand on regarde sur le net, il y a quand même une tendance un peu consanguine à parler des mêmes apports et des mêmes choses, et j'ai l'impression que c'est beaucoup de théorie et peu de retour sur expérience concret, factuel. Donc voilà, en tout cas se dire que de toute façon
il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience, que moi ma conception c'était la relation win-win, mais je pense que ça va être gérable et ça sous-tend du coup mon dernier apprentissage, c'est que le plancton ne négocie pas avec la baleine. Ça veut dire que je pense en effet qu'on peut avoir une approche business positive, sociale, équitable, basée sur le win-win, la compréhension des clients avec des personnes qui sont dans la même énergie, en clair, ou qui vibrent de la même manière, qui ont le même système de valeurs. Après, quand les systèmes de valeurs diffèrent, il faut juste le savoir, le prendre en considération comme étant une variable qu'on connaît dès le départ et du coup adapter sa stratégie dessus. Donc avoir peut-être une stratégie commerciale plus agressive avec des clients qui ont plus l'habitude de manager leurs relations commerciales comme ça, parce que sinon je sais que par expérience j'ai eu des coups pas cool et pas mal de ces 7 dernières années, mais ça m'a appris chaque mauvaise expérience et cette déception m'a permis de devenir plus performant et en tout cas de comprendre et d'identifier les problèmes qui allaient pouvoir arriver plus tard, en tout cas pour moi et aussi au niveau des clients. Mais en tout cas sur cette problématique de est-ce qu'il faut être un enculé pour réussir, ça m'intéresse vraiment. J'ai vu qu'il y avait quelques blogueurs qui faisaient des vidéos dessus, je vais aller les regarder, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors peut-être je suis un petit peu un bisounours du business, c'est ce qu'on me reprochait au départ, parce que là-bas je suis designer, premier corps de métier, donc c'est plutôt de l'émotionnel. Et c'est pas du tout une culture commerciale. Idem pour la partie ingé, l'autre partie ingé que j'ai, on n'est pas du tout ancré dans une partie commerciale, et que surtout quand on est dans du service, parce qu'il y a une grande partie de mes prestations qui sont sur du service, arriver à se valoriser, c'est aussi arriver à c'est quand même de dire je vaux tant par jour, parce que je veux générer tant d'argent. Voilà, ça demande aussi un véritable travail de confiance en soi. Et tu dois savoir, quand tu es entrepreneur, c'est assez compliqué parce que tu passes par des hauts et des bas, avec peut-être un sentiment d'être seul à comprendre ton monde, ou en tout cas à identifier les problèmes. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu lancer cette chaîne-là. Donc voilà pour cette petite vidéo. Encore une fois, il n'y a pas trop d'énergie parce que je pensais faire une vidéo vraiment à charge, et que voilà, j'essaie de transformer tout ça en truc positif, en retour sur expérience. Mais en tout cas, si je dois résumer mes 5 retours sur expérience, ça serait 1, du coup, que quand on veut, on peut, il suffit juste de se donner les moyens et de prioriser ses combats. 2, qu'il n'y a pas d'erreur mais qu'il n'y a que de l'apprentissage. 3, que si tu n'offres pas, dans tous les cas, tu vas mourir, donc le seul moyen de pouvoir développer, c'est de changer, c'est de faire les choses différemment. 4, que il faut avoir une logique d'une relation win-win, c'est sûr, nuance dans la 5, et se dire que le plancton ne négocie pas avec la baleine, ça veut dire de toujours adapter sa stratégie à son opposant, et je vois vraiment comme un opposant là, parce que je pense qu'il faut partir par définition du principe que par défaut, la personne en face vit pas forcément de la même manière que nous, donc c'est à nous de jauger, et une fois qu'on est arrivé à jauger, d'adapter sa technique ou pas, ou en tout cas sa stratégie ou pas. Voilà ce que je vais essayer de faire pour les prochains mois ou les prochains projets. Voilà, je te dis donc bonne soirée et à demain, salut!